Bonsoir et bienvenue pour cette émission spéciale en marge de la Journée mondiale de l'AVC, une table ronde sur la santé cardiovasculaire et neurovasculaire. On sait qu'en Suisse, chaque année, ce sont 16 000 personnes qui sont victimes d'un AVC. Et si on ajoute toutes les personnes qui sont admises à l'hôpital pour des problèmes de cœur et pour des problèmes de cerveau, on a un chiffre assez impressionnant de 100 000 patients par an en Suisse. On rappellera évidemment les gestes à faire, les gestes de prévention en cas d'urgence et aussi pour prévenir, les manières de prévenir ces accidents bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être nouveau, les façons d'aborder ces thèmes de santé publique à l'aune des réalités de genre. Hommes, femmes ne sont pas égaux sur le terrain. C'est ce qui va constituer en quelque sorte le fil rouge de cette table ronde avec de nombreux professeurs et professeurs de médecine, grands spécialistes, diverses disciplines représentées aujourd'hui. Professeur Sophie de Seigneux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef du service de néphrologie et hypertension au HUG. Vous êtes également professeur de médecine à l'Université de Genève. Bonsoir, professeur Andreas Kleinschmidt. Bonsoir, monsieur Sellou. Vous êtes médecin-chef du service de neurologie au HUG, professeur d'université également à l'Université de Genève. Bonsoir, professeur François Mack. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef du service cardiologie au HUG, professeur d'université également. Et bonsoir, Christophe Hubert, professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin-chef du service de chirurgie cardiovasculaire au HUG, professeur à l'UNIGE également. Vous aimez tous les quatre transmettre vos savoirs, hein, c'est un peu aussi ce qui vous ressemble. C'est nécessaire de transmettre ces savoirs, professeur Hubert? Bon, c'est notre presque raison d'être. Nous avons choisi d'être actifs dans un centre universitaire et le centre universitaire vit de la transmission du savoir-faire et c'est ce que nous faisons au quotidien. Professeur Sophie de Seigneux, je suis très heureux d'avoir au moins une femme pour cette table ronde qui va parler aussi des femmes. Justement, vous, en tant que chef du service de néphrologie et hypertension, pourquoi c'est important aujourd'hui de peut-être se poser sur les questions liées aux femmes? Alors, c'est important de se poser les questions cardiovasculaires et neurovasculaires chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, ça a été peut-être un peu moins étudié, un peu moins reconnu jusqu'ici. Donc, c'est ça l'importance de connaître les spécificités de ces maladies qui touchent les hommes, mais aussi les femmes. Quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique chez ces patientes? Vous avez dit que ça a été moins étudié, ça a été... En fait, conséquence, c'est qu'il y a moins de données qui existent. Donc, en termes de prise en charge, il y a des conséquences directes. Oui, ça c'est juste. Si je prends le domaine de l'hypertension, c'est une maladie qui d'abord est très fréquente, hein, vous avez donné des chiffres. Hein, l'hypertension, c'est à peu près 1 personne sur 5, tout âge confondu, 2 personnes sur 3 de plus de 70 ans. Ça touche un peu plus les hommes jeunes que les femmes jeunes. Et dans la plupart des études, on a une surreprésentation des hommes. Et on déduit donc des valeurs cibles ou des traitements de ces études qui sont un peu orientées sur des hommes. Et donc, on fait une déduction sur les femmes qui probablement est souvent juste et peut-être pas complètement dans certains cas. Et ça vous est arrivé, vous, de constater des problèmes en fait, à ce niveau-là? Alors, je ne peux pas dire que c'est des problèmes vraiment de prise en charge parce que les cibles sont quand même un peu les mêmes, mais c'est vrai qu'on manque de données pour être sûr que tout soit exactement pareil. Je vais poser la même question à tous nos invités. Hein. Vous, professeur Kleinschmidt, est-ce que ce manque de données, ce manque d'études, c'est quelque chose qui vous touche aussi dans votre service? Oui, très certainement. Alors, il y a sur la vie, il y a plus d'hommes qui sont touchés par l'AVC que de femmes. Après, il y a des différences selon les âges. Il y a des AVC spécifiques aux femmes qui, donc, du coup, prédominent au-dessous de 35 ans, la totalité des AVC. Et après, il y a des effets avec l'âge avancé où c'est de nouveau les femmes qui sont devant les hommes et qui ont surtout une mortalité plus importante que les hommes, pour des raisons qui sont encore à questionner. Par rapport à l'hypertension, ça c'est très intéressant aussi parce que je pense qu'on va corriger les cibles et on va exiger un contrôle tensionnel plus strict chez la femme dans la prévention de l'AVC. Il y a assez de données maintenant pour soutenir ça. Alors on va
passer chacun de vos domaines en revue de manière très détaillée, puisque nous sommes ensemble pendant environ 1 heure, mais j'ai envie de continuer mon tour de table avec vous, professeur François Mack. Déjà sur l'enjeu de cette discussion aujourd'hui, on est en marge d'une journée de l'AVC, alors on élargit le thème aux questions cardiovasculaires, le cœur et la tête. On a la tête, on a le cœur avec vous. Pourquoi c'est important d'en parler ? Alors c'est important à plusieurs titres. Vous avez rappelé 100 000 personnes ont des problèmes cardiovasculaires, y compris neurologiques, hypertension, chirurgie et cardiaque par année en Suisse. C'est énorme. Donc je pense que ce que j'aime le moins, c'est l'ignorance. Et merci de nous donner l'opportunité de parler de ces problèmes qui touchent toute la population. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le genre, les femmes, les hommes. Pour les maladies cardiaques, l'attaque cardiaque, l'infarctus, l'arrêt cardiaque, il est vrai que pendant très longtemps, les hommes étaient plus sujets à ceci que les femmes. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un peu pour ça et pour cette raison que les hommes étaient un peu plus étudiés. Maintenant, force est de constater qu'on a autant de femmes que d'hommes qui souffrent de maladies cardiaques, d'AVC et d'infarctus. Et c'est paradoxalement peut-être lié, et c'est politiquement pas très correct de dire lié à l'émancipation des femmes. Il y a un siècle, les femmes ne fumaient pas, maintenant elles fument autant que les hommes. Il y a un siècle ou un peu plus, les femmes avaient moins d'embonpoint que les hommes avaient de l'embonpoint. Malheureusement, les femmes ont un peu rattrapé certains facteurs de risque cardiovasculaire qui sont les mêmes pour les hommes et les femmes, et de ce fait, on a, nous, dû informer nos médecins généralistes, premier recours, mais également nous-mêmes cardiologues, que autant de femmes que d'hommes vont avoir des problèmes cardiovasculaires. Ça n'explique pas, et on va en parler par la suite, pourquoi encore aujourd'hui la prévention est moins bien faite chez les femmes, et surtout une fois que, en tant que chef du service de cardiologie, une fois que l'événement a eu lieu d'infarctus, que l'homme et la femme vont mieux, font de la réadaptation, les femmes sont moins bien prises en charge. On pourra évoquer ça plus tard. Avec grand plaisir. Je termine le tour de table avec vous, professeur Hubert. Est-ce que vous, dans la partie chirurgie, vous êtes un artisan véritablement, est-ce que vous voyez aussi des disparités hommes-femmes ? Je vais répondre directement à votre question en premier lieu. Effectivement, il y a des différences, déjà des différences de nature anatomique, physiologique, qui vont être traduites lors des opérations sur des tissus qui peuvent être plus fragiles, des vaisseaux qui seront peut-être plus petits en diamètre, etc. Mais je pense que l'approche doit être beaucoup plus globale. Et puis, l'intention qu'on a, et aussi à travers la journée du 3 novembre, qui est la journée de l'AVC et de la santé cardiovasculaire, un point d'attention à la santé cardiovasculaire, particulièrement de la femme, c'est qu'on a réalisé, c'est en fait un peu une révélation en médecine qui devient de plus en plus présente, d'analyser la femme, la santé et la maladie cardiovasculaire chez la femme d'une autre manière que chez l'homme. Et c'est un défaut qu'il y a eu, je pense, ces dernières années pour de nombreuses raisons, autant comme mon ami François Mack vient de mentionner, que tout simplement, il y a eu une sorte d'émancipation, mais il y a aussi d'autres raisons intrinsèques. On a parlé des études cliniques. Les femmes sont moins bien représentées dans les études cliniques. Je mentionne juste en passant le thalidomide, par exemple. On a donné un médicament à des femmes enceintes afin de couper leurs nausées ou de les relaxer et qu'on n'a pas pu tester sur ces femmes enceintes avant avec des conséquences graves. Et tout ça sont des raisons pourquoi les femmes, elles sont par exemple moins représentées dans ces études. Les femmes, elles ont des premières manifestations plus tardivement. Les symptômes peuvent être différents que chez les hommes. Les facteurs de risque sont plus complexes chez la femme. Il y a les facteurs de risque classiques, mais il se rajoutent des facteurs de risque qui sont, on va dire, de nature propre à la femme. Et je pense que tout ça, il faut considérer quand on revoit les résultats des traitements qu'on offre à nos patients, qui bien sûr sont standardisés, mais quelque part, il faut aussi les adapter à l'autre genre. Et on va en parler donc tous les quatre. On parlera aussi spécifiquement de la question des femmes enceintes, parce qu'évidemment, ça pose de nombreux défis. Il y a la question des études qu'on ne peut pas forcément mener sur des femmes enceintes, c'est trop dangereux, ou au contraire, des traitements qui ensuite sont administrés à des femmes enceintes, et il y a des conséquences, on va en parler. Mais sur cette question très précise, je propose qu'on écoute l'avis de la professeure Angèle Gaillet-Ageron, sur laquelle on va réagir juste après.
Historiquement, de nombreuses recherches ont été menées, notamment dans les études animales, que chez des animaux mâles, donc pour éviter des interférences avec les hormones sexuelles ou avec la prise de contraceptifs. Et puis également dans les essais cliniques, historiquement, on a énormément de données qui ont été faites que chez des populations masculines, et typiquement l'homme blanc jeune est une personne en fait qu'on représente très largement, et toutes les données qu'on obtient à partir de cette population masculine est extrapolée à la population féminine. Donc c'est par un manque effectivement de représentativité des femmes dans les essais cliniques qu'on a ces méconnaissances sur la santé chez les femmes. Alors, la médecine du genre, c'est une médecine qui va essayer de voir l'importance et l'intégration du sexe et du genre dans les données de santé. C'est-à-dire, est-ce que le sexe et le genre influencent les déterminants de santé, mais également la prise en charge des femmes, différemment de la prise en charge des hommes? Est-ce que ça impacte par différents mécanismes, aussi bien des mécanismes qu'on va dire biologiques, est-ce que les hormones sexuelles expliquent des différences entre les hommes et les femmes, mais aussi également le fait d'avoir des stéréotypes de genre peuvent également impacter sur les données qu'on a et les présentations qu'on va faire de certaines maladies. Typiquement au niveau cardiaque, c'est vrai qu'on représente souvent un homme qui est victime d'un infarctus du myocarde, un homme d'un certain âge, stressé, etc. Alors qu'en fait, les maladies cardiovasculaires touchent énormément les femmes, mais on ne va pas y penser parce qu'on a, en tant qu'étudiant en médecine, appris que c'était un homme d'un certain âge, stressé, en surpoids, et avec une douleur caractéristique qui n'est pas forcément la même chez les femmes. Très intéressant ce que dit cette professeure. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Alors je refais la sortie. C'est très intéressant ce que dit cette professeure. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Peut-être vous, François Mac, vous avez parlé des facteurs sociétaux. Là, on a aussi des facteurs liés en fait aux stéréotypes, hein, et puis les facteurs biologiques également. Qu'est-ce que vous répondez à cette professeure? Alors, j'aimerais répondre. En première année de médecine, on donne tous des cours, on vient de le mentionner tout à l'heure, aux étudiantes et aux étudiants. Il y a 100 ans, il y avait peut-être une femme pour 35 hommes. Aujourd'hui, au début, ils sont 700, monsieur. Et il y a à peu près 2/3 de femmes qui commencent des études de médecine. Et je pense que c'est un bien énorme. On a besoin de femmes et d'hommes pour traiter des hommes et des femmes. Donc, et je vous promets que pour donner des cours aux étudiants et aux étudiantes, c'est très stressant, la première année de médecine, parce qu'on doit transmettre un savoir, et on est jugé, ils nous notent, et quelque part, on leur dit déjà, alors pour répondre à Angèle, on leur dit déjà que les maladies cardiovasculaires, quand moi je parle de l'infarctus, que ça va toucher autant d'hommes que de femmes, que ce fameux stéréotype du président français qui a fait son AVC, qui a perdu sa connaissance, qui vient de partir par derrière, eh bien, c'est plus vrai du tout. Autant de femmes peuvent être touchées avec des facteurs, on le verra peut-être tout à l'heure, un peu différents dans la présentation, à quel âge et surtout les symptômes. Mais j'espère que le monde médical, y compris les étudiantes et étudiants, ont compris le message que les maladies cardiovasculaires, ça touche autant d'hommes que de femmes. Y compris sur les questions de cœur, professeur Kleinschmidt? Pas tout à fait. Pour l'AVC, les chiffres sont proches, mais pas identiques. Et globalement, sur la vie entière, un peu plus les hommes. Pour rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, on a pour l'AVC actuellement pas du tout de données pour faire la distinction entre sexe et genre. Ça, c'est inexistant dans la littérature scientifique actuellement. Et deuxième point, en ce qui concerne, et là il y avait beaucoup au niveau du cœur, les symptômes cliniques qui sont vraiment clés pour se présenter aux urgences et déclencher une prise en charge de l'AVC aigu. Alors là par contre c'est étudié et on sait que les femmes présentent plus fréquemment des symptômes moins spécifiques qui orientent moins directement vers l'AVC et ça peut être une source de mauvais diagnostic, délai, voire absence de prise en charge spécifique. Alors ça, on va en parler précisément pour finalement bien voir les alertes, hein, pour bien agir en amont. Professeur Sophie de Seigneux, comment vous réagissez à ces propos? Je suis assez d'accord. Hein. On a une sous-représentation des femmes. Encore une fois, dans le domaine de l'hypertension, c'est pareil que dans le domaine de l'AVC, peut-être dans d'autres. C'est quand même toujours un peu plus d'hommes qui sont atteints que des femmes. Mais vu le nombre, la population féminine, elle est très importante.
et on a moins de renseignements. Donc oui, c'est quelque chose. Maintenant, c'est aussi quelque chose qui change et on a une proportion de femmes incluses dans les études qui est de plus en plus importante. Ça, c'est la proportion de femmes dans les études. Vous, en termes vraiment de médecins, hein, sur le terrain, vous voyez quand même une montée, entre guillemets, en puissance de l'hypertension chez les femmes. C'est vrai ? La montée de l'hypertension, elle est chez les hommes et chez les femmes. Elle est liée probablement vraiment au mode de vie, à la consommation de sel, à la prise pondérale, etc. Donc on a dans le monde entier quasiment un doublement du nombre de patients hypertendus sur ces 20 dernières années. Je ne pense pas qu'il y ait une montée plus rapide chez les femmes que chez les hommes. C'est vrai pour les deux. Parce que François Mack disait justement un facteur sociétal, vraiment de façon très résumée, l'émancipation des femmes qui boivent plus, qui fument plus, qui font plus d'excès, ce qui était plutôt l'apanage des hommes au siècle dernier. Ça, vous le voyez concrètement ou pas ? Alors ça, c'est vrai que ça, c'est les facteurs de risque qui vont mener à une atteinte, par exemple, cardiovasculaire ou cérébrovasculaire. L'hypertension, c'est une maladie en soi et c'est un facteur de risque de ces maladies. L'hypertension, elle est plus liée vraiment à la consommation de sel et au poids. C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes qui ont un surpoids. Je ne pense pas que ça ait beaucoup plus monté chez les femmes que chez les hommes, en l'occurrence. Mais c'est important de le reconnaître également chez les femmes. Sur les causes de l'hypertension, vous parlez de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des facteurs aussi environnementaux, extérieurs ? Alors oui, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques. Quand on a toute sa famille qui est hypertendue, il y a plus de chances qu'on le soit. Il y a des facteurs ethniques. Il y a certaines ethnies qui ont plus d'hypertension. Lesquelles, par exemple ? Alors, là, je n'ai pas d'exemple, mais il y a des vraies différences, en fait. Il y a des vraies différences. La prévalence de l'hypertension, elle est beaucoup plus importante dans les pays à bas revenus actuellement. Et c'est mixte probablement sur des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux comme la consommation de sel, le surpoids, etc. Chez les femmes, il y a des spécificités. Hein. Chez les femmes, il y a plusieurs choses qui diffèrent. Il y a le fait qu'on peut avoir des femmes exposées à des contraceptifs. Et les contraceptifs peuvent démasquer une hypertension chez la femme, d'où l'importance que l'hypertension soit mesurée. On a la grossesse, qui est une période de stress important, et là, on a jusqu'à 10% de pathologie d'hypertension pendant la grossesse. Et puis, on a la ménopause, où le risque d'hypertension chez la femme dépasse celui de chez l'homme, probablement pour des facteurs hormonaux, bien sûr. On va parler des questions liées à la grossesse. Il y a aussi des facteurs aggravants de l'hypertension. Il peut y avoir des causes. Après, il y a encore des facteurs aggravants. Diabète, obésité. Voilà, ça, c'est encore après. Ça, effectivement, ça ne va pas forcément aggraver une hypertension, mais ça va se rajouter à l'hypertension pour être des facteurs de risque qui vont mener à une atteinte cérébro- ou cardiovasculaire. Et c'est vrai que c'est souvent couplé, puisque c'est souvent couplé au mode de vie, le surpoids, l'hypertension, le diabète, et puis bien sûr le tabac qui est un gros problème. Sur la question des grossesses, vous dites 10% des femmes enceintes souffrent d'hypertension. Est-ce que ça se manifeste comme ça, par malchance, ou bien il y a aussi des facteurs là pour ça ? Alors l'hypertension, c'est une période de stress physiologique, donc tout le corps est mis à l'épreuve. Et certaines femmes vont développer une hypertension. Probablement, c'est des femmes qui, par la suite, 10 ans plus tard, on sait que 50% d'elles vont être hypertendues. L'hypertension de la grossesse, normalement, elle régresse après la grossesse, mais ça identifie des femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, probablement, et on le retrouve plus tard, c'est des femmes qui vont être hypertendues. Et puis, il y a des formes très sévères qui ne sont pas juste de l'hypertension, qu'on appelle la prééclampsie, qui sont là vraiment très spécifiques de la grossesse, avec une anomalie, probablement de la vascularisation du placenta, une hypertension sévère et des atteintes d'organes. Et ça aussi, ça identifie des femmes qui, 10 ans plus tard, sont à plus haut risque d'hypertension et à plus haut risque cardiovasculaire. Et concrètement, en termes de traitement, est-ce que des choses existent, là, concrètement ? Alors, bien sûr, l'hypertension, on peut la traiter. On a des tas de traitements qui sont très efficaces, par ailleurs, pour l'hypertension. L'hypertension pendant la grossesse, c'est un peu plus compliqué puisqu'on ne peut pas employer tous les traitements, mais oui, en règle générale, on arrive à traiter. La prééclampsie, le traitement, c'est souvent l'accouchement, puisque c'est une pathologie sévère. Encore une fois, c'est
les choses, normalement, pas toujours, se renversent, reviennent à la normale après la grossesse, mais c'est des surveillances qu'on doit faire chez ces femmes puisqu'elles sont à plus haut risque. Et donc les dossiers que vous traitez, ensuite, vous les transmettez, vous, à ces trois professeurs, hein, on essaye de pas les transmettre. Non, mais bon, pour dire attention, il faut surveiller celle-ci ou celui-ci, non ? C'est quelque chose qui existe? Peut-être vous, professeur Hubert? Alors bien sûr, les dossiers sont transmis quand il y a besoin de les transmettre, c'est-à-dire on va d'abord, Sophie Desaulniers, on va d'abord essayer de prendre en charge cette hypertension, la traiter afin qu'il ne se développe pas une maladie plus importante, parce que c'est un parmi d'autres facteurs de risque que vous avez mentionné, c'est l'hypertension, vous avez mentionné le diabète. Il faut savoir, par exemple, le diabète chez une femme a un impact plus important sur la maladie cardiovasculaire que chez l'homme. C'est aussi une information qui est assez nouvelle d'après les études. Il y a tous les facteurs de risque habituels que vous retrouvez chez l'homme. Mais après, il y a des facteurs de risque supplémentaires qu'on a des fois tendance un peu à oublier ou ne pas y penser, qui sont par exemple une femme qui peut avoir eu un cancer du sein, elle aura un risque parce qu'elle a eu un traitement pour son cancer du sein qui sera plus élevé que vous ne retrouverez pas chez l'homme. Ou bien encore, une femme qui va avoir un problème immunologique, une maladie immunologique qui peut être plus fréquente, vous allez retrouver aussi ça comme facteur de risque complémentaire. Après, il y a tous les facteurs de risque qui sont liés à la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse qui peuvent rebondir. Et finalement, tout ce qui est lié au changement hormonal de la ménopause. Alors, tous ces facteurs de risque-là, vous n'allez évidemment pas les retrouver chez l'homme. Et permettez-moi peut-être juste de mentionner un chiffre ou quelques chiffres aussi pour rebondir à ce qu'on vient d'entendre de notre collègue. Si je prends les chiffres, par exemple, américains, et ça aussi c'est pour sensibiliser vraiment à cette maladie cardiovasculaire qui est une maladie grave, c'est en fait la première cause de mortalité. Aux États-Unis, par an, il y a à peu près 1,2 million de femmes qui meurent, dont 400 000 d'une cause cardiovasculaire. Si vous allez prendre les autres pathologies qui vont être une pathologie d'une maladie respiratoire ou pulmonaire chronique, vous allez avoir à peu près 80 000 par an, un problème oncologique à peu près 70 000 par an, et si vous prenez le cancer du sein, qui est évidemment très présent dans tout ce qui est information, campagne d'information à juste titre, ben, il n'y aura que 40%, c'est-à-dire 10% des 400 000 qui sont décédés pour de causes cardiovasculaires, je pense. C'est un peu le parent pauvre des campagnes de prévention. Tout à fait. François Mac. Je rebondis sur votre question de collaboration. Oui, je ne voulais pas trahir le secret médical. Hein. Non, c'était plutôt l'idée de se dire. Je comprends, mais ça aide je pense qu'on a beaucoup de chance, ce n'est pas de la publicité mal placée, au HUG d'avoir un plateau technique exceptionnel et de pouvoir avoir on est employé de l'État, on est un peu fonctionnaire. Et franchement, le patient est au centre. Ça fait un tout petit peu bizarre de dire ça, mais que ça soit la discipline X ou Y, il y a quand même une excellente collaboration de Sophie, elle est à l'étage 7e, on lui envoie un patient, elle envoie un patient à Christophe, à André. Et unique au HUG, vous avez une filière, on appelle ça filière, lorsque quelqu'un souffre potentiellement d'un AVC, eh ben, ça va que au HUG, jour et nuit. Il y a quelqu'un pour aller déboucher ou voir ce qui se passe au niveau du cerveau parce qu'il y a un problème vasculaire cérébral. Même chose pour l'infarctus aigu. Les HUG sont le seul endroit en Suisse romande, pas qu'à Genève, où vous avez un cardiologue jour et nuit, ce qu'on appelle 24, 7 sur 7. Il n'y a pas ça à côté, à droite ou à gauche. Et vous avez un plateau technique et une façon d'agir le plus vite possible avec des itinéraires cliniques qui sont toujours remis en question, monsieur. On sait exactement pourquoi on a perdu 10 minutes là, à quel endroit, et on se remet en question toujours pour essayer de faire en sorte que ces hommes et ces femmes aient le moins, pardon du terme, de dégâts possible. Et toi, tu sais ça mieux. On voit de plus en plus d'hommes et de femmes sortir de l'hôpital après un AVC, avec presque pas de dégâts neurologiques. En cardiologie, on constate ça de plus en plus. On a plus d'infarctus, mais les gens sont de mieux en mieux, hommes et femmes, quand même, pris en charge rapidement, parce que la structure des HUG permet ceci. Vous souhaitez réagir, professeur Kleinschmidt? Oui, non, mais je ne peux que confirmer. On a 3 à 4 AVC par jour au HUG. Ils ne sont pas tous soumis à un traitement aigu parce que parfois ils se présentent trop tardivement. On ne peut plus mettre en exergue les outils de nos plateaux techniques. Il reste que... Alors ça s'est énormément amélioré. Ça reste dans notre pays quand même 3e cause de décès.
au niveau mondial, deuxième, l'AVC. Mais ce qu'on craint, c'est certes ça, mais on est très performant là-dessus. Mais on vise surtout à éviter l'handicap. Parce que là, c'est en tête de liste. C'est pour cela qu'on a une journée mondiale de l'AVC. Parce qu'en termes d'impact sur la santé publique, c'est pas seulement le décès, c'est la qualité de vie, c'est les coûts sociétaux, enfin tout ce qui va avec. Et là, l'AVC est très clairement en tête de liste, malgré les améliorations récentes. J'aimerais qu'on écoute à présent le professeur Marc Rigini. Alors, on a parlé de la qualité actuelle, et puis évidemment, il faut la saluer, il faut la noter. Mais lui dit que dans ces domaines, la prise en charge, et ça vous fera peut-être réagir, professeur Deceigneux, la prise en charge des femmes enceintes doit être améliorée. Donc, je rappelle le professeur Marc Rigini, qui est médecin-chef du service d'angiologie et hémostase au HUG. Je pense que vous faites vraiment référence à l'embolie pulmonaire, qui est la deuxième cause de mortalité chez les femmes enceintes, en tout cas dans des pays, voire dans certains même la première cause. Donc l'embolie pulmonaire, c'est un caillot de sang qui se forme en général dans les jambes, qui ensuite va migrer dans les poumons. C'est une pathologie qu'on connaît très bien depuis des années, beaucoup de stratégies diagnostiques, on sait parfaitement comment faire le diagnostic de cette maladie. Mais c'est vrai que chez les femmes enceintes, on sait que dans les études qu'on a, on voit que les femmes enceintes ont 7 à 8 fois plus de chances d'être mal investiguées ou d'avoir des stratégies incomplètes pour faire le diagnostic. Et c'est assez étonnant de dire que malgré le fait qu'on connaisse cette pathologie extrêmement bien, les premières études qui ont concerné les femmes enceintes et qui ont validé des stratégies prospectives chez des femmes enceintes sont parues en 2018 et 2019, donc quelque chose d'extrêmement récent. Donc il y a encore beaucoup de travail probablement dans ces stratégies diagnostiques pour améliorer le diagnostic et la prise en charge évidemment chez les femmes enceintes. Comme vous le savez, la pathologie artérielle, c'est également une des premières causes de mortalité dans nos pays occidentaux, chez l'homme et chez la femme. Ça se manifeste soit par la cardiopathie ischémique au niveau du cœur, soit par les maladies carotidiennes ou par l'artériopathie des jambes. Donc c'est tout la même maladie. Mais c'est vrai que dans toutes les études, on peut dire que les femmes ont été peu incluses. Et donc on connaît moins bien l'histoire naturelle de la maladie chez les femmes. Et la prise en charge également, on sait que les gens qui ont une artériopathie périphérique sont ceux qui reçoivent moins de médicaments, qui sont le moins investigués et en général moins bien suivis. Qui souhaite réagir? On arrive au terme de cette première partie dans quelques secondes. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur cette prise de parole du professeur Rigini? Alors, simplement, vous, professeur Deceigneux. On parle de la grossesse. Là, je pense que c'est un fait qu'on sait moins bien traiter toutes les pathologies pendant la grossesse parce qu'on inclut quasi jamais de femmes enceintes dans aucune étude. On sous-représente les femmes en général, mais les femmes enceintes, c'est vraiment très compliqué de les inclure. Donc, c'est vrai qu'on a moins de données sur à peu près tous les traitements. On sait quand même traiter les femmes enceintes pour plusieurs problèmes. Pour ce qui est de la prééclampsie ou de l'hypertension, la grossesse, c'est aussi des fois le moyen de détecter ça parce qu'on a des prises régulières de la tension, des examens d'urine, et ça nous permet parfois de détecter des maladies. Vous restez tous les... François Mac? Si je peux corréler, alors c'est ce que disait Sophie, 2 petits arguments. Le premier, c'est que les femmes enceintes sont un peu plus âgées qu'avant, et peut-être que ça touche un peu plus les maladies cardiaques. Et 2, les femmes enceintes ont, je me répète, pardon, on parle des femmes, mais ont malheureusement plus de facteurs de risque que les femmes enceintes d'il y a 100 ans. On voit encore beaucoup de femmes enceintes qui fument, qui sont un peu en surcharge, qui bougent pas assez. Et ça peut que provoquer ou déclencher des maladies cardiovasculaires chez ces femmes enceintes. Vous restez tous les 4 avec nous. On parle dans un instant avec un focus particulier sur les situations d'urgence, AVC, crise cardiaque, bien sûr, un aspect lié à la chirurgie cardiaque. À tout de suite. De retour pour cette émission spéciale, toujours en votre compagnie, professeur Deceigneux. Rebonsoir. Professeur Kleinschmidt, rebonsoir. Bonsoir. Professeur François Mac, rebonsoir. Bonsoir. Et professeur Hubert,
Bonsoir. Bonsoir. Je me tourne vers vous, professeur Kleinschmidt, vous êtes chef du service de neurologie au HUG. J'ai envie qu'on s'attarde un moment sur votre domaine d'activité. Vous, c'est principalement les AVC qui vous occupent. Oui, alors la neurologie, c'est beaucoup plus large, mais c'est vrai que, notamment pour les patients hospitalisés, très clairement, en tête de liste, ce sont les patients victimes d'un AVC. Et qu'est-ce qu'un AVC? Très concrètement, on a l'impression qu'on le sait, mais Ouais. très concrètement, comment ça se passe? Peut-être d'abord décrypter, c'est accident vasculaire cérébral. Souvent, on parle aussi de l'attaque cérébrale, et je pense que ces deux mots-là, accident et attaque, ça communique le caractéristique principal, c'est l'apparition absolument brutale d'une seconde à l'autre des symptômes neurologiques. Et puisque le cerveau est très complexe, les symptômes sont très variés. Ça peut être perte de parole, perte de compréhension de parole, faiblesse, par exemple la moitié du corps ou juste un membre, des troubles de vision. Mais tout ce qui est de cette apparition brutale et qui appartient comme fonction au cerveau, ça doit déclencher une alerte AVC. Justement, des alertes AVC, c'est aussi le but de ces tables rondes et de ces actions de prévention pour que le grand public puisse avoir ces alertes qui s'allument. Est-ce qu'on peut vraiment répéter les gestes concrets à faire en fonction de chaque situation? Oui, alors je pense qu'on a, et c'est pour cela qu'on est aussi un peu dans la communication, parce qu'on a deux missions pour l'AVC. La première, c'est la prévention. Je reviens juste là-dessus parce que avec un meilleur effet de la prévention, on aurait moins d'AVC. Après, par contre, deuxième lignée d'action, c'est la prise en charge de l'AVC aigu, time is brain. Donc, on estime que le décès des neurones est très rapide lorsqu'une artère est bouchée. Nous avons maintenant des prises en charge, soit par une perfusion ou par une intervention par cathéter, qui peuvent effectivement, comme disait le professeur Mack, faire que le patient il quitte l'hôpital complètement indemne, si cette prise en charge elle s'effectue pendant les premières heures. Donc le réflexe à avoir, le bon réflexe, c'est le 144. Le 144, et là, chaque minute compte, chaque seconde compte. C'est ça, oui. On estime perte de 1 million de neurones par minute en cas d'occlusion d'une artère majeure. Donc on a beaucoup de neurones dans le cerveau, mais il ne faut pas en abuser. En termes de causes, est-ce que c'est les causes qu'on a déjà articulées jusqu'ici? Non, mais les causes, c'est variable. Alors nous, on a beaucoup parlé des facteurs de risque. Après, quand même, entre là et l'arrivée d'un AVC, il y a un mécanisme très spécifique. Et ça peut être, par exemple, un caillot de sang qui part du cœur en raison d'une arythmie, raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec les cardiologues pour ensuite comprendre les mécanismes de cet AVC et d'avoir une prévention secondaire efficace avec des médicaments. Ça peut être un rétrécissement qui s'est formé sur une longue durée sur une artère, mais qui devient dangereux à un moment donné, qui va également permettre dégager un caillot de sang qui se forme là-dessus et boucher une artère. Ça peut être un problème purement des artères dans la tête, des petites artères, et là c'est clairement l'hypertension qui est l'agent principal. C'est par ailleurs cause numéro 2 pour la démence. On en parle peu, mais là aussi on a ce versant vasculaire qui est très important. Et il faut avouer, même avec des investigations complètes, un quart des patients, on ne peut pas préciser la cause d'un AVC. Et c'est aussi très difficile de prédire les conséquences. Sur le oui, moment, alors effectivement, on est malheureusement limité là-dessus. On connaît quelques éléments. Alors l'âge, il faut l'avouer, ça n'aide pas pour un bon pronostic. La taille de l'AVC, donc l'étendue de l'infarctus, ça joue un rôle. Plus petit, c'est mieux. Mais après la localisation, il suffit d'un AVC stratégique de quelques millimètres cubes et peut-être le patient ne va pas pouvoir récupérer. En revanche, il y a des AVC de grand volume où le patient récupère très bien. Mais encore une fois, notre mission, c'est vraiment d'éviter que ça arrive à ce niveau d'infarctus, d'agir dans cette petite fenêtre qu'on a pour intervenir et empêcher la formation d'un grand infarctus. Agir très vite quand ça se produit, puis idéalement agir en amont aussi. Alors là, on revient à la prévention. Après, si on pose la question de dépistage, je suis personnellement pas le plus grand amateur d'une surmédicalisation. Je pense qu'il faut faire appel au sens commun. On sait ce qui rend malade les artères. Et c'est vraiment une mission de prévention primaire à ce moment-là. Donc pas suite à l'AVC, qui serait secondaire, mais déjà primaire. Est-ce que vous traitez plus d'AVC aujourd'hui qu'avant ? Alors c'est un peu
disons, Indépendamment de oui, la alors, population qui augmente. Hein. Alors, c'est aussi le vieillissement qui augmente. Et même si on corrige pour ça, chez les plus jeunes, l'incidence de l'AVC augmente aussi. Néanmoins, au niveau mondial, on observe maintenant que ça semble se calmer un peu. Et il est de toute façon difficile d'extrapoler sur les dernières années parce qu'on a eu les effets de Covid qui allaient dans tous les sens un peu. Donc ça a perturbé notre appréciation de l'évolution la plus récente de l'AVC. Sur les questions spécifiquement liées à la cardiologie, là aussi, hein, dans l'urgence, les premières minutes comptent, François Mack? Oui, c'est tout aussi simple que l'a bien décrit Andreas pour le cerveau. L'infarctus cardiaque, l'attaque cardiaque, le temps, c'est du muscle du cœur. Le temps, c'est du cœur, comme le temps, c'est des neurones. En cardiologie, on a un tout petit peu plus de temps, si j'ose dire. Il faut appeler le plus vite possible le 144. On reparlera de ça dans quelques secondes. Mais si le patient peut arriver à l'hôpital 1 ou 2 heures après le début des symptômes, plus il arrive rapidement, plus on va pouvoir lui régénérer le cœur, si j'ose dire, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts sur la fonction cardiaque. Tu disais qu'on perd des neurones, le cœur ne régénère pas, donc ce qu'on perd après quelques heures, c'est perdu à vie et la fonction du cœur ne sera plus là. C'est comme un moteur de voiture, vous avez plus 100 chevaux, vous avez 50 chevaux, ça va être plus compliqué d'avoir une vie normale. Donc il faut appeler le 144 le plus rapidement possible. Mon ami Christophe rappellera, pardon pour la répétition, les symptômes qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre hommes et femmes, et je pense que ça vaut la peine sans affoler les femmes jeunes et moins jeunes qui nous regardent. Les symptômes doivent être bien compris. Appelez le 144. Et à ce sujet, peut-être que certains plus âgés que vous, monsieur, se rappellent d'une campagne de sensibilisation que les Hugues avaient fait à l'époque pendant 144 secondes, que ce soit au cinéma ou à la télévision ou dans les journaux. Et on va la refaire, parce que les personnes qui ont été sensibilisées il y a 25-30 ans, elles le sont toujours, mais celles qui ont besoin maintenant ne le sont pas encore. Et encore une fois, l'ignorance, c'est pire que tout. Ça, vous voyez un manco en termes de connaissances dans ce domaine? Malheureusement, la population cible, qu'on va dire, pardon pour les jeunes, mais 30 à 60 ans... Il n'y a que des jeunes qui nous regardent en plus à la télévision, c'est parfait. Des milliers de jeunes qui nous regardent. Il faut non pas les traumatiser, mais les sensibiliser au fait que ça peut leur arriver. Le 144 prend en charge jour et nuit. Le service que j'ai la chance de diriger depuis de nombreuses années débouche, c'est pas très joli, mais c'est comme ça, débouche des artères coronaires d'hommes et de femmes tous les jours et toutes les nuits. C'est le seul centre qui le fait ici, le plus vite possible. On s'en fiche de quelle assurance, de comment s'appelle. On va le plus vite possible déboucher l'artère pour sauver du cœur. Le professeur Kleinschmidt a parlé vraiment avec beaucoup de détails de ce qui se passait dans le cerveau en cas d'attaque cérébrale. Vous, en cas d'attaque du cœur, comment concrètement ça se passe? Vous parliez du fait que le cœur ne peut se régénérer. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous, on a la chance d'avoir, si j'ose dire, des artères cardiaques, des artères du coronaire qui sont un peu plus grosses que les artères cérébrales. Elles font à peu près 3-4 mm. Et lorsqu'elle se bouche, eh bien, il n'y a plus de sang qui peut aller irriguer, c'est comme dans le jardin, il n'y a plus de sang qui va irriguer en aval. Le but, c'est de déboucher cette artère le plus vite possible pour permettre aux cellules de ne pas souffrir. Au bout d'1, 2, 3 heures, la souffrance va être irréductible et ça ne bougera plus. Et c'est ce que font mes collègues, encore une fois, tous les jours, toutes les nuits. On a également 3-4 infarctus par jour. Mais ça peut être le samedi soir à minuit, tout d'un coup, une jeune dame de 40 ans arrive et elle a une artère bouchée et en quelques minutes, elle peut être débouchée et le cœur avoir le moins de dégâts possible. Pour répondre à la question que vous allez me poser, on voit un peu plus d'infarctus, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C'est lié non seulement au vieillissement de la population, à un moment donné, peut-être qu'une artère va se boucher, mais la moyenne d'âge est la même parce que malheureusement, chez les jeunes, et surtout chez les jeunes femmes, 40-50 ans, il y a plus d'augmentation d'infarctus. Et en termes de symptômes, qu'est-ce qui doit donner l'alerte? Alors, je crois que Christophe ce qui doit donner l'alerte, le symptôme classique, c'est une douleur dans la poitrine, ce qu'on appelle une oppression. Très souvent, les hommes et les femmes nous décrivent, c'est comme si on m'avait posé sur la poitrine une dalle de béton, j'avais 100 kilos sur moi, ça m'oppressait. Il n'y a pas que ça, Christophe va vous dire, il y a aussi d'autres choses. Le réflexe, c'est le 144. Il vaut mieux appeler un peu trop souvent
Et il y a une extraordinaire collaboration entre les gens qui vous répondent au 144, qui sont des top professionnels, qui arrivent à dire voilà, ce symptôme, c'est un AVC. On vous envoie tout de suite le cardiomobile pour déboucher le plus vite possible l'artère. Au niveau de l'infarctus, c'est la même chose. Mais Christophe a plus de détails sur les Oui, professeur les symptômes. Hubert, est-ce que vous souhaitez en parler? Oui, alors juste, ça me permet de rebondir, merci François, sur le principe de ces symptômes, parce que le tout est de pouvoir identifier son problème. Parce que si vous êtes à la maison, chez vous, et que vous n'identifiez pas le problème sous-jacent, vous n'allez pas avoir le geste qui sauve, c'est d'appeler le 144 et de se rendre à l'hôpital. Et puis ces symptômes sont assez bien décrits pour les hommes, comme pour les femmes, pour ce qui est des symptômes classiques, c'est-à-dire cette pesanteur sur la poitrine avec soit une irradiation dans le bras gauche, soit dans la mâchoire, un manque de souffle, etc. Mais chez les femmes, ces symptômes peuvent s'exprimer aussi différemment. Elles vont décrire des douleurs ou des brûlures d'estomac, par exemple. Elles peuvent avoir des vomissements, des nausées, des vertiges, des fatigues prononcées, etc., qui ne vont pas se traduire automatiquement dans les typiques symptômes de la maladie cardiovasculaire comme on les retrouve typiquement chez l'homme. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de ce qu'on fait en tant que nous, services, de communiquer, d'essayer de tout faire afin de prévenir. Et si on n'arrive pas à prévenir suffisamment, d'être là que les personnes aient une conscience de leur vulnérabilité et de savoir comment réagir le moment venu. Et c'est à travers ces canaux qu'on espère pouvoir informer le plus possible la population qui nous écoute par rapport à leurs signes d'alerte. Est-ce que ça rejoint les nouvelles recommandations? Apparemment, il y a des nouvelles recommandations européennes en termes de prévention cardiovasculaire. La réponse simpliste, c'est oui. Mais je me permettrai, vous avez un magnifique fond d'écran qui on dirait le ciel, qui ressemble un peu aux couleurs des Hugues d'ailleurs, merci. C'est un hasard. C'est un hasard, bien sûr. Tout à fait un hasard. Bien sûr. Le mot, c'est bouger. Et à n'importe quel âge, il faut bouger. On voit trop de surcharge pondérale chez nos enfants parce qu'ils ne bougent pas assez. On voit trop chez nos adolescents, chez les jeunes adultes, chez nous. Il faut bouger. Si vous bougez, vous prévenez les maladies rénales, vous prévenez l'hypertension, vous prévenez trop de cholestérol, vous prévenez trop de poids, vous prévenez un peu le tabagisme. C'est quand même assez difficile de fumer beaucoup si on bouge. Donc, on est une ville où, enfin, j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui allait parler du 30 à l'heure, je pense, mais on est une ville où il y a un trafic. Profitons de ce trafic, si j'ose dire, et cet engorgement pour bouger. On peut marcher dans cette magnifique ville, on peut prendre le vélo, attention sur les rails du tram, mais un des messages qu'on a, nous, en tant que de prévention, c'est d'essayer de bouger le plus possible. Faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez tirer à l'arc, tirez à l'arc. Si vous voulez faire du rameur ou du vélo, faites ce que vous voulez, mais en bougeant, vous allez prévenir énormément votre risque de faire un AVC ou une maladie cardiaque. Bouger comment? Parce qu'on aime bien avoir aussi des objectifs. Bouger, ça veut dire quoi? Combien de pas? Enfin, on a toujours envie de quantifier les choses. On quantifie ou on quantifie pas? Là, vous me prenez... Enfin, il y a la course d'escalade dans quelques semaines. Ouais, inscrivez-vous à la course d'escalade, venez nous soutenir. Et moi, j'adore les étudiants ou étudiantes qui nous soutiennent. Faites ce que vous voulez, mais on peut même marcher à la course d'escalade. C'est complètement égal. Le walking, c'est super, le walking. On marche, hommes, femmes, on discute un petit peu, puis on a fait nos pas. Alors, il y a ces fameux 10 000 pas. C'est bien. Moi, j'ai rien contre. Je ne suis pas trop Apple ou j'ai machin watch connecté, mais c'est le bon sens. Hein. Prenez le bus, puis arrêtez-vous 2 arrêts avant, et puis vous faites le reste à pied ou le début. Comment tous les deux vous travaillez? Parce que vous êtes dans la cardiologie, puis vous êtes vraiment dans la chirurgie. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Très bien. Très bien. Je vais rejoindre la réponse très bien. On a vraiment réussi de mettre, et ça c'est unique je pense, en tout cas c'est unique à Genève, mais c'est unique je dirais en Suisse aussi, on a réussi de mettre ensemble nos compétences vraiment pour mettre le patient au centre de ce qu'on fait au quotidien. On utilise toutes nos connaissances, compétences, autant techniques que scientifiques pour le bien du patient. Et on fait ça à travers des colloques. Par exemple, on appelle ça le Heart Team. Le Heart Team, c'est un colloque où chaque patient qui va avoir besoin, ou une maladie cardiovasculaire a été déclarée, sera présenté afin de choisir le traitement le plus adapté, le plus ciblé pour exactement ce patient. Et lors de ce colloque, le colloque du Heart Team, qui se passe typiquement chez nous le jeudi à 16h, il y aura des spécialistes
du service de cardiologie, de mon service et d'autres services comme par exemple les soins intensifs, l'anesthésie, la radiologie ou encore la néphrologie ou la neurologie, l'infectiologie, qui seront tous là afin de vraiment donner le meilleur pour ces patients. Et le fonctionnement de ce Heart Team est maintenant tellement consolidé et institutionnalisé que je dirais que c'est vraiment unique, cette compétence concentrée lors de ces quelques heures où on discute des patients est assez unique en Suisse. Oui, François Mack. J'ose, vous n'êtes pas politicien, mais un temps, il y avait une rivalité entre la cardiologie qui pouvait tout déboucher et puis la chirurgie qui devait ouvrir le thorax. Christophe l'a dit, on a une grande chance, monsieur, il vient manger à la maison, chez moi, je vais chez lui, de mettre le patient au centre. Pas trop gras et pas trop salé. Pas trop gras, pas trop salé. On pense à Sophie quand on va chez nous. À pied, bien sûr, ou à vélo. Il n'y a pas de rivalité parce qu'il y a un respect et parce que je sais que si tout d'un coup ce patient a besoin d'une chirurgie, la meilleure chirurgie, elle est au premier état, elle est chez Christophe et il n'y a aucun doute là-dessus, les yeux fermés. Monsieur, madame, vous allez bénéficier de la chirurgie. Et il y avait un temps, il faut le reconnaître, une certaine rivalité entre la cardiologie invasive et la chirurgie. À Genève, au Hugues, c'est plus le cas du tout. Pour des questions de personnes, pour des questions... Non, tout simplement pour le patient, parce que c'est aussi pour des questions de personnes, bien sûr, mais l'entente collégiale et amicale, etc. Mais finalement, c'est parce que nous avons tous un objectif. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous retrouvons ce soir sur votre plateau. C'est que nous voulons faire du bien à nos patients et nous voulons le faire le mieux possible en intégrant tout ce qu'on a comme connaissances scientifiques et tout ce qu'on a comme compétences locales pour le bien de nos patients. Et c'est ce qu'on fait quotidiennement. Sur quoi vous intervenez? J'imagine que vous intervenez heureusement pas que sur des situations d'urgence. Alors, il faut savoir, pour retourner un peu sur la thématique de la femme va se représenter pourcentuellement plus souvent dans un contexte d'urgence que l'homme, malgré que la majorité de nos urgences sont de nature masculine. Et puis non, heureusement, l'urgence reste une partie plus petite de notre activité chirurgicale. On est quand même plus souvent sur ce qu'on appelle l'électif. C'est des patients où l'opération peut être prévue d'avance après qu'il y ait eu tout le bilan et qu'on ait épuisé tous les autres traitements possibles. Vous dites que les femmes viennent plus tard vous consulter, c'est ça? Oui, alors on trouve chez les femmes déjà ce qu'on appelle le onset, la première manifestation de la maladie, est en moyenne jusqu'à 10 ans plus tard que chez l'homme, d'après les études qu'on a à disposition. Je pense justement, suite à ces différentes raisons, moins d'études chez les femmes, des symptômes un peu différents, les facteurs de risque qui sont différents, une conscience, par exemple la prise de conscience de la maladie cardiovasculaire pour la femme a baissé. Quand vous prenez différentes études, vous allez voir que la prise de conscience pour tout ce qui est oncologie, cancer du sang, a augmenté ces 4 dernières années. Pour la maladie cardiovasculaire chez la femme, la prise de conscience a baissé. Et puis, il faut vraiment retourner ce mouvement afin de remettre la cardiovasculaire au premier plan. Vous souhaitiez réagir, professeur Mack? Oui, je voulais rebondir. Heureusement qu'on ne fait pas que de l'urgence, même si on le fait très bien, mais une grande partie de notre temps, comme l'a dit Christophe, c'est d'essayer de faire de la prévention à ce sujet. Et ce n'est pas de la démagogie. Honnêtement, il y a une extraordinairement bonne médecine faite en ville de Genève par des médecins généralistes qu'on appelle premier recours ou comme vous voulez, médecine interne générale, et par un réseau de cardiologues, hommes ou femmes. Il y a de plus en plus de femmes cardiologues. On en a chez nous qui commencent avant cette émission, on était avec des hommes en cardiologie quand j'ai commencé. On a maintenant une proportion d'internes, de chefs de clinique, de médecins adjoints et peut-être un jour de professeurs qui seront des femmes. Et il n'y a pas de doute qu'en ville de Genève, il y a un réseau de cardiologie qui fait un extraordinaire travail. Parfois, ils ont besoin de nous. Et tant mieux si on peut aider les patients qui nous sont référés par rapport à ça. Sur la question des consultations, est-ce que dans vos services respectifs, vous voyez que les femmes viennent un peu plus en dernier recours vous consulter, professeur de Seigneux? Encore une fois, la situation est un peu différente parce que là, on parle... Alors, nous, en néphrologie, on fait 2 choses. On fait de l'hypertension et de la maladie rénale, qui sont 2 pathologies où il n'y a pas forcément de symptômes, mais c'est plus dans le dépistage qu'on les trouve. L'hypertension, c'est de prendre la tension, et puis la maladie rénale, c'est une prise de sang, une prise d'urine. Et donc, il n'y a pas tellement plus de retard chez la femme que chez l'homme, parce que, en tout cas... chez nous à Genève, en Europe, la médicalisation des femmes, elle est tout à fait bonne. Et notamment, le fait d'avoir des contrôles chez le gynécologue où on prend la tension artérielle, finalement, le dépistage de la femme pour la maladie précoce,
il est tout à fait bon. Pour les maladies plus avancées, enfin, la maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, vous n'avez pas le dépistage, donc... Oui, non, alors, juste pour répondre à votre question, globalement, non, il n'y a pas de différence. Il y a une étude qui ne vient pas de notre pays, mais qui est intéressante, qui a montré que par rapport à l'AVC, les femmes connaissent mieux les symptômes, mais sont moins prédisposées à faire une alerte si concernées elles-mêmes. Ça, je trouve assez intéressant. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur l'interaction. De toute façon, si on fait une médecine de qualité de nos jours, comme au HUG, elle est interdisciplinaire et interprofessionnelle. Et ce qu'on travaille encore, et là on est phare avec les HUG, c'est d'impliquer plus activement le patient. Et là, je ne peux que rebondir sur le bouger. Parce qu'à la fin de la journée, tout revient à la prévention primaire. Et c'est vrai aussi si on cherche à motiver pour la prévention du déclin cognitif. Pour l'instant, c'est que bouger qui réellement est bien établi. J'ai appris en préparant cette émission que les femmes apparemment réagissent moins bien à la chirurgie cardiaque. Comment on l'explique ? Oui, à nouveau, c'est multifactoriel. La chirurgie cardiaque, d'ailleurs aussi d'autres traitements interventionnels de nature plus cardiologique, les femmes peuvent avoir des résultats moins bons. Commençons déjà par le principe qu'elle va se présenter plus tardivement, plus souvent dans un contexte d'urgence. On va méconnaître certains symptômes. Après, il va suivre que les femmes, souvent, ne suivent pas ou n'ont pas accès de même façon en traitement médical optimisé avant comme après l'opération, ce qui aussi a un impact favorable à la suite d'une opération. Et tous ces facteurs-là sont intégrés. Bien sûr, il y a le problème qu'on a vu dans plusieurs études, ceci aussi, que les recommandations ont été moins suivies. Par exemple, chez les femmes, au lieu de ce qu'on appelle de prendre des pontages artériels, alors je ne vais pas aller dans tout le détail, ça va dépasser le cadre de cette émission, mais finalement, les pontages, c'est ce qui va amener du sang au-delà du bouchon dans le vaisseau. Et ce pontage-là est de nature biologique, c'est-à-dire on va le prendre sur le patient. On peut prendre soit des artères, soit des veines. Les artères vont toujours être meilleures que les veines, mais les recommandations vont privilégier les artères, mais ce qu'on rencontre chez les femmes, c'est que plus souvent chez les femmes, pas tous les pontages sont artériels. Et c'est des éléments comme ça qui vont s'additionner un avec l'autre pour finalement avoir des résultats qui sont moins bons. Et c'est justement là où il faut faire aller de l'avant et reprendre chacun de ces éléments pour l'optimiser et l'adapter à la femme afin d'avoir des résultats au moins aussi bons. On arrive au terme de cette émission. Je propose à chacune et chacun de nos invités, en un mot, en quelques secondes, de rappeler peut-être un élément capital, un élément de prévention. Ou X, professeur Kleinschmidt. Le temps, c'est le cerveau. Le temps, c'est du cerveau. Professeur de Seigneux. Mangez moins salé. Mangez moins salé. Professeur Mac. Moi, je vais prendre un tout petit peu. J'aimerais vous remercier, les membres, de permettre à des hommes et des femmes qui habitent ce qu'on appelle le Grand Genève d'être informés ce soir concernant un problème de société hyper important. Encore une fois, l'ignorance, c'est ce qu'il y a de pire. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Le temps, c'est le cerveau, le temps, c'est le cœur, le temps, c'est le rein, le temps, c'est bouger. Professeur Hubert. Petit appel, venez le 3 novembre à la journée de l'AVC et de la santé cardiovasculaire au HUG. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et merci à tous les quatre. Excellente soirée sur Les Mans Bleus. À bientôt.